Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Le Parlement européen vient de lever l'immunité parlementaire de votre collègue frontiste Jean-François Jalc. Il avait fait quelque chose de très grave. Une forfaiture de plus, en lui. Forfaiture de la part du Parlement. Une association immigrationniste, je ne sais plus comment elle s'appelle déjà exactement, peu importe, lui reproche... La Maison des Beurs, je crois. Oui, c'est ça, la Maison des Beurs. Voilà, lui reproche d'avoir édité un document électoral en faveur de la préférence nationale. Oui, évidemment, nous parlons, nous statuons dès léger ferenda sur la loi qui devrait être faite. C'est l'essence d'un parti politique. Il y a des lois en France une activité qui empêchent politique. Ce genre de promotion. Ça fait partie des lois liberticides, la loi Pleven, que l'on interprète dans ce sens, autrement dit qui tente à empêcher tout discours critique sur l'immigration, la loi Guesso qui tente à interdire tout discours critique sur l'histoire officielle contemporaine, et je m'insurge contre le fait que encore aujourd'hui, non seulement d'ailleurs en Allemagne, je crois une personne de 88 ans vient d'être condamnée à 2 ans de prison. En France, il a été requis aussi de la prison ferme. C'est tout absolument monstrueux. Et puis la loi Perben sur la prétendue homophobie qui empêche de porter tout jugement moral précisément sur l'homosexualité. Et puis on va y avoir recours là, dans une affaire qui agite en ce moment les rédactions à propos d'une campagne lancée par Mme Marisol Touraine, et puis la loi Taubira sur l'esclavage, enfin que sais-je encore. Toutes ces lois doivent être éradiquées, toutes ces lois doivent être annulées. On doit en revenir à la grande loi de 1881 sur la presse dans sa version originale, c'est-à-dire exclusivement comme restriction à la liberté d'expression, l'injure et la diffamation. Le Parlement européen également vise peut-être à retarder, voire à annuler l'intégration de la Turquie au sein de l'Union européenne, en cause notamment les positions turques sur la peine de mort et tout cela, voire à reprendre un petit peu quand il y a eu le passage sur les migrants. La Turquie avait négocié, imposé, aviez-vous dit, je crois, un accord pour pouvoir avoir plus de visas turcs. Chèrement payé, oui. Alors vous vous félicitez de cette position du Parlement européen ? Oui, le Parlement européen accumule les palinodies depuis des décennies, et d'ailleurs tous les gouvernements de l'Union qui n'ont pas le courage de dire à la Turquie qu'elle est une grande nation mais qu'elle n'est pas une nation européenne, contrairement à ce qu'avait prétendu, contre toute évidence, M. Jacques Chirac, par exemple, entre autres. Mais par contre, vous vous êtes associé à une résolution des députés écologistes visant le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Vous avez des accointances avec les écologistes au Parlement européen maintenant. Non, mais quand quelque chose est conforme à l'intérêt général, d'où que cela vienne, je le vote. La plupart de mes votes dans cette institution ici sont négatifs. Mais si les communistes disaient qu'il fait jour à midi, je ne croirais pas obligé de prétendre le contraire. Il y a la réciprocité ? Bon. Non, jamais la réciprocité. Non, cette ouverture d'esprit n'existe que chez les nationaux, au contraire. Mais là, en l'occurrence, de quoi s'agissait-il ? Il s'agit de saisir la Cour de justice avant de ratifier cet accord, de sa compatibilité avec les autres traités qui engagent l'Union européenne. Ça me paraît une démarche tout à fait légitime. En France, une surprise, la primaire de la droite et du centre a un nouveau leader au soir du premier tour, François Fillon. Oui. Vous en pensez quoi de tout cela ? C'est assez étonnant, en effet. Je dois dire que là encore, c'est un démenti cinglant qui est infligé à tous les commentateurs, à tous les sondeurs, sondologues, politologues qui n'avaient pas vu venir l'émergence de Fillon. Tout le monde nous disait que le duel programmé, c'était le duel Sarkozy-Juppé. Sarkozy et Juppé sont arrivés derrière Fillon, et Fillon leur met quelques dizaines de points dans la vue, ce qui fait que vraisemblablement que l'écart ne pourra pas être rattrapé. Je pense que l'électorat UMP a considéré qu'il y avait quand même trop de casseroles dans la candidature de Nicolas Sarkozy, qui allait, alors justifier ou non, je ne fais pas mien les propos de M. Takedine et autres personnages du même genre, du tout,
Mais toujours est-il que ça, plus Big Malion, plus... et que ça allait obérer la campagne de Nicolas Sarkozy. Inversement, je pense qu'ils ne veulent pas tellement de Juppé, dont les positions sont plutôt à gauche qu'à droite, ou centre-gauche pour le moins, et ne sont pas conformes à leurs aspirations en matière sociétale, comme l'on dit aujourd'hui. Alors, Fillon a réussi à se frayer un chemin. Vous croyez Fillon, que ça a fait le en vote ? quelque sorte Sarkozy light. Ça permet de voter pour quelqu'un qui a quand même été l'exécutant, comme disait Sarkozy lui-même, le collaborateur de sa politique pendant 5 ans sans dire un mot. Et c'est là quand même que je voudrais dire 2 choses. Il était le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Il était le Premier ministre de bout en bout dans ce quinquennat, sans jamais émettre la moindre réserve. Et c'est quand même ça qui est extraordinaire, parce que d'une part, ces primaires sont quand même d'une constitutionnalité extraordinairement douteuse. Elles sont parfaitement contraires à l'esprit de la Ve République. Elles sont parfaitement contraires à ce qu'avait voulu le général de Gaulle quand il a instauré en 1962 le suffrage universel. Elles sont validées quand même, c'est un succès. Beaucoup d'électeurs se sont déplacés. Oui, enfin 4 millions sur 40, mais sur 40 millions d'électeurs. Mais elles sont quand même très contestables aussi, et notamment sur le plan, par exemple, sur le plan de la financier, qui va reprendre comment est-ce que ça va être intégré dans les comptes de campagne, sur le plan de l'équité médiatique. Ça a permis aux diverses nuances du parti dit les Républicains d'occuper de façon outrancière la scène médiatique. Parce que vous refusiez d'aller sur les plateaux de télévision, a-t-on dit, par France Télévisions. Non, pas du tout. Je suis, en ce qui me concerne, partant, s'ils ont besoin de quelqu'un du Front National, il n'y a pas de problème. Ils ne vous contactent pas pour vous proposer Non, pas vraiment. Donc quand ils vous accusent de ne pas y aller, leur franchise a certaines limites. C'est une accusation abusive. Et alors, deuxièmement, sur un plan moral, c'est quand même assez choquant ces primaires, parce que, écoutez, ce sont des joutes féroces, internes au gouvernement Sarkozy. Ça oppose Nicolas Sarkozy... Ou ça opposait maintenant. Nicolas Sarkozy, président de la République, à des gens qui ont fait partie de ces gouvernements et qui l'ont encensé pendant 5 ans sans émettre la moindre réserve. Ça l'oppose à François Fillon, qui était son Premier ministre, à Alain Juppé, qui était son ministre des Affaires étrangères, à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était sa ministre de l'écologie, à Bruno Le Maire, qui était son ministre de l'Agriculture, à Jean-François Copé, qui était son porte-parole et le président du groupe parlementaire de la majorité. Alors, tous ces gens-là, pendant 5 ans, nous ont chanté les louanges de Nicolas Sarkozy, et puis on découvre, à l'occasion de la primaire, à quel point ils se détestent, à quel point ils auraient toujours eu des opinions divergentes les uns des autres. Ça en dit long quand même sur le sérieux de cette équipe. Mais il y en avait un dont vous ne parlez pas, c'est Jean-François Poisson. Oui. Jean-François Poisson, on dit beaucoup aujourd'hui, c'est d'ailleurs je crois le duel entre M. Juppé et M. Fillon, on reproche à M. Fillon ses positions conservatrices. Vous croyez que l'élection s'est jouée là-dessus, sur une droite des valeurs ? En tout cas, si j'ai des critiques à faire à François Fillon, c'est certainement pas, comme il a été dit, d'avoir des positions rétrogrades sur la femme. D'ailleurs, je ne sais pas très bien ce que seraient ces positions rétrogrades. Est-ce que c'est de reconnaître et d'honorer le rôle irremplaçable des femmes dans la transmission de la vie ? Est-ce que ce serait d'avoir une politique favorable à l'accueil de la vie dans un pays qui est en pleine implosion démographique, masqué seulement par notre code de la nationalité ? Est-ce que c'est de vouloir rendre plus compatible le travail des femmes avec leur rôle éminent de mère et d'épouse ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas un reproche qu'on peut tellement faire à M. Fillon. Je ne sais pas quelles sont les mesures que M. Fillon a prises pendant qu'il était Premier ministre en faveur de la famille. Moi, ce que je sais, c'est que la promesse
qui avait été faite par Sarkozy, par exemple, des allocations familiales versées dès le premier enfant, elle a été enterrée, que je crois ces allocations familiales ont été fiscalisées et réduites à la portion congrue, qu'on a supprimé, sauf erreur de ma part, là encore à vérifier, je n'ai pas eu le temps de le faire, la demi-part fiscale en faveur des veuves, et que sous le premier ministérat de Fillon, eh bien, il y a une liste là, une liste que j'ai établie d'ailleurs, une liste de toutes les lois de régression morale promues par la droite, voilà, qu'on va mettre prochainement sur mon site. Qui était déjà, c'est une liste que vous aviez faite en 2013 sur votre blog gollnisch.com. Bien vous sûr, allez la alors, rediffuser. Monsieur Fillon, paraît-il, serait hostile à l'avortement, mais enfin, c'est quand même sous son ministériat qu'a été votée l'extension de la pratique de l'avortement médicamenteux à tous les centres d'éducation et de planification familiale. On l'accuse aussi du gender dans les manuels scolaires avec son ministre, M. Châtel. Ah, absolument, dû à Luc Châtel. La reconduction par Mme Bachelot pour 7 ans de l'autorisation d'effectuer des recherches sur les embryons, etc. On l'a bien compris, François Fillon, ce n'est pas votre candidat conservateur. Vous doutez qu'il ait conservé quoi que ce soit? C'est tout le problème de sa famille d'esprit, précisément. En revanche, un débat parlementaire en France, Madame Claire Tesson de France 2. Ah oui. Alors parce qu'elle parle de vous, Madame Tesson. Mais il y a 2 ans, et pour vous critiquer, France 2 vous invite pas, mais on s'excuse auprès d'eux, on va parler un peu de France. C'est vrai que Madame Tesson m'en voulait, et Monsieur Pujadas, qui s'était fait l'écho précisément de ce reportage, de traiter de questions franco-françaises. Il vous invitera sur un plateau, M. Pujadas, parce que vous êtes à la disposition de France 2. Avec les moyens des micros du Parlement européen. Je ne suis pas un député hors sol, et je prie encore une fois Mme Tesson de m'en excuser. Un débat à l'Assemblée nationale sur l'imposition à la source. Oui. C'est la grande et peut-être la dernière réforme du gouvernement socialiste. Vous y êtes favorable à cette imposition à la source? C'est une véritable usine à gaz, en l'occurrence. C'est pourtant plus simple, ça évite les déclarations, il n'y a plus de déclaration d'impôt. Je ne serais pas défavorable si précisément, mais ça suppose qu'il n'y ait pratiquement que un ou 2 taux de l'impôt sur le revenu. Et pas toutes les tranches. Et pas toutes les tranches, et pas toutes les exemptions, et pas tous les régimes spéciaux. Les crédits d'impôt, les déductions, etc. Il faut un taux extrêmement simple, là, qui est déduit, mais et pas de déclaration. Ça, ce serait effectivement, on pourrait être pour, on pourrait être contre, on pourrait dire ce n'est peut-être pas très juste socialement, etc. Quoique ça puisse être compensé d'autres façons, mais en tout cas, ce serait une simplification. Mais là, ce n'est pas du tout une simplification, parce qu'il va y avoir les prélèvements et les prélèvements à la source, mais il y aura quand même les déclarations d'impôts. Il y aura les taux qui vont s'appliquer sur les revenus des contribuables avant leur déclaration et le taux qui s'appliquera après leur déclaration. Et il faudra que l'employeur connaisse les revenus le patrimoine et des contribuables, de façon à pouvoir procéder lui-même aux déductions qu'il reversera à l'État au taux convenable. Par conséquent, ça va être d'une complexité absolument effroyable. Et ça n'a rien à voir avec les systèmes que pratiquent un certain nombre de nos partenaires. Autre sujet, vous en parliez en tout début, vous faisiez l'aparté sur une campagne d'affichage visant à la protection accentuée contre le virus IH, le sida. Oui. Cette campagne d'affichage, elle est nécessaire. On sait qu'il peut y avoir des recrudescences dans les contaminations de sida. Qu'est-ce que vous reprochez à cette campagne d'affichage? On vous a entendu un peu critique tout à l'heure. La contamination du sida, c'est quand même le Front National qui, le premier, il y a 30 ans, à l'Assemblée nationale, avait essayé de tirer le signal d'alarme. Quand tous ces gens-là, je me souviens de Mme Bachelot, qui était le ministre de la Santé de Jacques Chirac, disant à Jean-Marie Le Pen en plein hémicycle, ce n'est pas du sida que nous avons peur, Monsieur Le Pen, c'est de vous. Voilà, bon. Ça s'attrape, ça. Ceux qui nous critiquaient, qui nous huaient, ils se sont retrouvés quand même devant la Cour de justice de la République pour l'affaire du scandale du sang contaminé, dont les véritables conclusions, à part pour le docteur Garetta, n'ont jamais quand même été véritablement tirées. Alors là, cette campagne est évidemment scandaleuse. C'est une campagne volontairement provocatrice, volontairement choquante, mais ça n'est pas la première fois que cela s'est fait. D'ailleurs, il y avait une association stipendiée par l'État qui s'était fait une spécialité de ce genre de choses, c'est la fameuse association ACT UP,
qui se livrait comme ça à une série de provocations. Alors en l'occurrence, ces affiches sont choquantes, bien évidemment. Alors on va dire, ah ben oui, mais vous êtes Beagle. Attitude un peu médiévale. Le sida, et je vous entends, c'est une maladie très grave, il faut tout faire pour que les gens s'en prémunissent. Sauf qu'en réalité, sous prétexte de lutter contre le sida, on banalise des comportements qui sont ceux-là même qui sont les plus risqués et risquent de provoquer la maladie. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'union naturelle ou d'union homosexuelle, la seule façon la plus sûre d'éviter le sida, c'est soit la chasteté, soit la fidélité. C'est de ne pas changer de partenaire à tout moment. Eh bien, cette publicité, en banalisant les coups d'un soir, les amants, les coups d'un soir, les amants, etc. Donc les inconnus, l'amour avec les inconnus, la permissivité sexuelle, en la banalisant de façon implicite, je pourrais même dire tout à fait explicite, aggrave au contraire les risques de la maladie, tout en prétendant de façon parfaitement hypocrite les diminuer. Ça rend pervers, c'est ce que vous dites, ça rend pervers la communication. Je dis que cette communication est tout à fait perverse, oui, dans tous les sens du terme. Alors ça a été une surprise pour les observateurs, toujours vigilants de la vie politique. Marine Le Pen a inauguré son local de campagne. On a dit surprise, vous êtes membre du comité stratégique de sa campagne présidentielle. Oui. C'est un honneur qui m'est fait. Ceci étant, je rappelle quand même que c'est vrai qu'il y a eu entre Marine et moi, à l'occasion du 1er mai, où j'avais l'intention de participer aux manifestations qu'elle organisait, mais aussi au dépôt de gerbes traditionnel de Jean-Marie Le Pen, ma fidélité personnelle et politique envers Jean-Marie Le Pen ne m'empêchant pas de soutenir la campagne de Marine. Il y a eu une tempête dans un verre d'eau qui s'est très rapidement calmée et que depuis lors, comme par le passé, je continuais de participer aux organes directeurs du Front National. Le bureau politique. À savoir le bureau politique. Donc je suis sensible à l'honneur qui m'est fait, à la confiance qui m'est faite, en me nommant dans ce comité stratégique qui va se réunir assez souvent pour définir les actes de la campagne qui seront exécutés par les divers pôles. Quel rôle y tiendrai-je ? Eh bien, écoutez, celui qu'on voudra bien me confier, et puis je crois être quand même assez généraliste, disposant de quelques connaissances et d'une certaine expérience politique que je souhaite mettre évidemment au service de cette campagne. On va laisser vos qualités se mettre au service de la cause de la France au Parlement européen et vous laisser retourner à vos travaux. Et merci du temps que vous nous avez accordé. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.